Bonjour, bienvenue au think tank Liberté Prospective. Nous sommes aujourd'hui au centre de supervision urbain de la police municipale de Nice. Nous accueillons M. Anthony Boré, premier adjoint à la mairie de Nice, M. Fabien Golfier, secrétaire national des polices municipales, et M. Clément Alvarez, journaliste niçois, animera la table ronde d'aujourd'hui. Merci, messieurs. On vous écoute. Merci, bien, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, à vous qui êtes dans la salle et à ceux qui nous suivent. Merci à Liberté et Prospective de nous proposer ce débat sur le thème « Une police municipale moderne ». Vaste thématique que nous aborderons aujourd'hui donc avec Anthony Boré. Merci d'être avec nous et Fabien Golfier. 3 quarts d'heure de questions à vous individuellement et je vous ferai dialoguer. Et puis, c'est l'occasion de remercier la police municipale de nous accueillir dans son quartier général, ce très beau CSU que nous évoquons avec M. Boré puisqu'il va évoluer, et à chacun d'entre vous qui nous suivez au fur et à mesure qui nous rejoignent. Peut-être commencer avec Anthony Boré, notre hôte du jour. On va parler des innovations, des outils qui fonctionnent bien dans notre ville, qui sont éprouvés, mais peut-être, histoire de satisfaire notre curiosité, parlez-nous des innovations qui sont en cours, celles sur lesquelles vous travaillez, qui vont peut-être arriver. Alors, il y a le centre d'hypervision. J'imagine que vous aurez à cœur de nous en parler. Il y a aussi des logiciels prédictifs que les agents ici utilisent, mettent au point. Est-ce que vous pouvez, peut-être sur 1 ou 2 points, nous préciser ces innovations, comment elles fonctionnent? Bien sûr. Alors d'abord, je veux vous remercier d'organiser ce débat, remercier Henriette Co et l'ensemble des amis ici présents. C'est vrai que vous êtes ici dans le centre de supervision urbain de Nice, qui a évolué au fil des années et qui, je dirais, de semaine en semaine, a vu un nombre plus important de caméras, mais aussi des nouvelles technologies être adoptées. Je veux préciser, parce que c'est important au moment où on démarre ce débat, qu'en aucun cas, ces nouvelles technologies sont conçues en dehors de l'humain et de la présence humaine. L'idée qu'il y aura demain que des caméras dans une ville qui pourront empêcher les crimes et les délits est une idée fausse. Moi, je crois à la compétence humaine, je crois à la qualité des agents formés sur le terrain et qui doivent évidemment patrouiller et sillonner la ville et qui sont appuyés par des nouvelles technologies qui viennent renforcer, contribuer à leur efficacité, les sécuriser parfois et évidemment rendre des services à l'ensemble des policiers, puisqu'on parle ici de la police municipale, mais je veux dire que l'ensemble des images qui sont propriété de la ville de Nice sont remises au service de l'État, à la police nationale, à la gendarmerie, aux pompiers, mais aussi à la justice qui fait des réquisitions judiciaires. Alors sur les nouveautés, il y a plein de choses. Et c'est vrai que nous n'avons pas été en reste. Nous protégeons nos écoles avec des bornes d'appel d'urgence qui sont reliées au centre de supervision urbain. Il y en a une ici juste derrière moi. Il suffit d'appuyer sur ce bouton jaune pour être en relation immédiate avec un homme ou une femme du centre de supervision urbain et de voir toutes les caméras qui se braquent ici et qui donnent une alerte ici, ce qui est évidemment un outil très important parce que nous avons fait le choix avec Christian Estrosi d'avoir de plus en plus de caméras. Nous en avions 3800, nous en avions 200 à 300 il y a 10 ans. Pourquoi faut-il en avoir plus? Tout simplement parce que plus le maillage est important, plus vous arrivez à identifier un délinquant plusieurs kilomètres plus loin que l'endroit où il a commis son infraction. Et ça, c'est évidemment un outil très important parce que ça vous permet de retracer le parcours d'un terroriste, ça vous permet de retracer le parcours d'un voleur, ça vous permet de retracer le parcours d'un agresseur, et c'est évidemment très précieux. Si à un moment donné, vous perdez sa route, c'est pour les enquêteurs une difficulté. Mais en même temps que je vous dis ça, je vous dis la difficulté à laquelle on est confronté. C'est que plus on a de caméras, plus le ratio de caméras regardées par rapport à l'agent présent est faible. Parce qu'évidemment, il est plus facile pour 20 agents qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de regarder 300 caméras que d'en regarder 3800. Nous avons donc besoin d'être aidés par ces nouvelles technologies pour pouvoir avoir des alertes. Parfois, on nous dit, sur la promenade des Anglais, puisque c'est ce qu'il y a aujourd'hui sur cet écran, pour prendre cet exemple qui va parler ici dans cette salle, pourquoi vous n'êtes pas capable d'identifier tel véhicule
qui est passé 4 fois sur la promenade des Anglais ou alors qui livre de manière indue à une heure où c'est pas permis et sur une voie où c'est pas permis. Tout simplement parce que les agents qui sont là sont à ce moment-là sur une autre caméra, un autre endroit de la ville où il se passe quelque chose et on ne peut pas leur reprocher de ne pas regarder les 3800 caméras en même temps. Donc si les nouvelles technologies nous aidaient à travers de la lecture de plaques d'immatriculation par exemple, et on a des caméras qui sont capables de faire ça aujourd'hui, si dans un événement comme le Carnaval de Nice, qui est un événement majeur de la ville, nous pouvions utiliser la reconnaissance faciale en disant, tiens, ici, attention, il y a une personne à surveiller, elle ne doit pas s'approcher de ce périmètre, et pourtant elle s'en approche, tac, la caméra l'identifie tout de suite et envoie une alerte à l'agent. C'est bien sûr beaucoup plus facile que de faire un travail à l'œil humain, qu'il faut bien le reconnaître, est fastidieux, voire impossible, parce que la technologie, évidemment, fait des choses complémentaires. Alors, là, je vous ai parlé de petites choses. Et le centre d'hypervision. On pourrait vous en faire des démonstrations, mais évidemment, je voulais conclure mon propos par le centre d'hypervision qui nous projette vers l'avenir, puisqu'en 2025, fin 2025, début 2026, nous livrerons un hôtel des polices mutualisé, 2000 fonctionnaires entre la police municipale et la police nationale. C'est un projet que nous avons porté avec Christian Estrosi avec beaucoup de force, qui a été retenu par le ministère de l'Intérieur, qui a été retenu par le président de la République, qui apporte 70% de financement. Et dans ce centre, où il y aura des salles évidemment communes et individuelles pour chacune des polices, nous aurons aussi un centre d'hypervision urbain qui viendra remplacer ce centre de supervision et où seront connectés tous les objets de la ville. Les capteurs de pollution, les questions de circulation, les questions de bruit, les questions environnementales, des drones. Alors aujourd'hui, nous les utilisons pour la sécurité civile, puisque la police municipale n'a pas été autorisée par le Conseil constitutionnel de pouvoir en disposer différemment. Mais si la législation évoluait, nous pourrions évidemment connecter ces drones à notre centre d'hypervision, et donc il sera un centre encore plus efficace. Nous menons actuellement des études avec un certain nombre d'entreprises. Et puis, si vous me permettez de conclure sur une dernière chose, j'aimerais dire que, bien entendu, nous faisons appel à l'industrie, la plus souvent française, pour nous aider à réfléchir à ces questions des nouvelles technologies. Mais pas seulement. Pas seulement. Très souvent, les nouvelles technologies que nous les développons en interne. Parce que nous avons des fonctionnaires de la ville de Nice qui, eux-mêmes, sont des data scientists. Je ne sais pas le dire en français, j'ai horreur de l'anglicisme, mais je n'arrive pas à trouver un mot plus adapté. Ce sont des spécialistes de l'informatique, qui sont des spécialistes de la donnée, qui travaillent, qui font travailler des algorithmes, de la reconnaissance faciale, et sont capables de développer eux-mêmes des technologies. Vous savez le nombre de fois où je reçois des entreprises qui me disent « Monsieur le Premier Adjoint, on a un truc formidable à vous proposer. » Soit volontiers dans mon bureau. Ils me montrent le logiciel qu'ils nous proposent. Il est moins performant que celui que nous avons ou que les fonctionnaires de la ville sont capables de produire. Je me dis, tiens, vraiment, on doit être fier aussi, un peu chauvin, pardon, d'avoir Anix des talents et des fonctionnaires qui sont capables vraiment d'être aussi efficaces que des partenaires privés. Et puis parfois, on a des entreprises françaises, européennes, israéliennes, arméniennes, qui viennent nous apporter un certain nombre de choses qui sont totalement innovantes et avec lesquelles on fait des expérimentations, des partenariats. Bien, avant de vous faire dialoguer avec M. Golfier, la passerelle est évidente. Quels sont les outils qui, à votre avis, pourraient nous faire marquer un bond en avant et qui, pour l'instant, ne sont pas accessibles? Je pense évidemment à la reconnaissance faciale. Alors, que pourrions-nous faire avec et quels sont les blocages? Un angle vraiment très pratique et en évitant la politique si cela est possible. Bien sûr, on peut toujours éviter la politique, même si tout est politique. On pourrait faire plein de choses avec la reconnaissance faciale et j'aime pas que ce débat soit caricaturé. Je vous donne 2 exemples très différents. J'ai cité l'exemple du carnaval. Nous avions fait une expérimentation avec Christian Estrosi il y a quelques années où sur 1000 personnes volontaires, puisque la CNIL nous avait autorisé sur un échantillon représentatif et volontaire à expérimenter cette technologie, nous avions testé 2 jumeaux, dont un était fiché, l'autre non. Et immédiatement, la caméra avait permis de reconnaître la personne, y compris d'ailleurs avec une photo très ancienne de son permis de conduire, qui datait d'il y a une vingtaine d'années et avec un physique totalement différent.
On voit bien en matière de lutte contre le terrorisme, et notre territoire ayant été touché à 3 reprises, évidemment, je ne peux pas ne pas l'évoquer, mais je pourrais aussi évoquer des choses beaucoup plus basiques. J'ai été sollicité avec le maire il y a quelques mois sur une jeune fille qui avait disparu de la ville. Ses parents étaient extrêmement inquiets, ils ne savaient pas où elle était. Après la sortie du lycée, ils étaient sans nouvelles d'elle et évidemment très inquiets. Ils avaient la photo. Évidemment, la photo, on fait comme on le fait habituellement, on la met dans les postes de police. On dit à nos agents, si vous voyez cette jeune fille, eh bien, évidemment, allez rechercher. C'est extrêmement difficile. Disons la vérité. 3800 caméras, une très grande ville. Bien sûr, on cherche. On essaie de savoir où sont ses habitudes, etc. Mais tout ça est en réalité très empirique. Si nous pouvions mettre cette photo dans un logiciel, il est évident que ça nous permettrait de retrouver quelqu'un de manière très vite, quelqu'un d'atteint de la maladie d'Alzheimer. Très souvent ici, on téléphone à nos policiers disant « Papa est désorienté, on l'a perdu de vue, on ne sait pas où il est ». Et évidemment, c'est pour nous extrêmement, extrêmement difficile. Voilà, donc, je vous ai donné là 2-3 exemples. Ce qui bloque aujourd'hui, bien entendu, c'est la législation, la réglementation, et souvent la Commission nationale informatique et liberté, et cette loi de 1978 qui est encore très rigide, trop rigide à mon goût. Je suis désolé, j'ai un smartphone, alors c'est Apple, donc je mets mon visage sur ce téléphone pour qu'il se déverrouille et que je puisse l'utiliser convenablement. D'autres sont plutôt technologies chinoises et sans doute surveillées par d'autres. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on est très surveillé et on est moins pointilleux à faire un achat sur Internet qu'en matière de sécurité publique. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent, quand on n'a rien à se reprocher, eh bien, il faut faire avancer ces débats. On n'a pas à regretter des avancées législatives et réglementaires. Il faut bien sûr respecter les libertés publiques. J'y suis très attaché. Je suis un républicain. J'y crois. Je pense qu'on peut respecter la Constitution tout en permettant un certain nombre d'avancées. Il faut qu'il y ait du contrôle, évidemment, et on ne peut pas utiliser ce type de technologie sans contrôle. Et d'ailleurs, l'ensemble de nos agents ici sont contrôlés. On ne peut pas regarder un domicile. Le procureur de la République et le préfet sont extrêmement vigilants sur ce que nous faisons. Chaque agent a un matricule et nous pouvons retracer exactement ce qu'il fait avec la caméra. Et évidemment, ces moyens de contrôle sont tout à fait logiques, normaux, et j'appelle à les amplifier, mais en même temps, je souhaiterais que la législation et la réglementation évoluent. Nous allons passer à Fabien Golfier, ce qui va pouvoir aboutir, j'imagine, à un dialogue entre vous. Vous qui avez un point de vue général sur nos différentes polices municipales, on a pris l'exemple niçois. En prenant cet exemple, qu'est-ce qui pourrait être transposable, d'après vous, dans d'autres communes, ou au contraire, qu'est-ce que vous laisseriez à Nice? Alors, c'est un vaste sujet parce qu'en fait, les polices municipales sont très différentes les unes des autres, comme toutes nos collectivités. Alors, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, mais il faut recontextualiser un petit peu les polices municipales à l'échelle du territoire français et des départements d'outre-mer, parce que pour un peu plus de 30, on va dire 35 000, je vais arrondir 35 000 collectivités territoriales, il y en a à peine plus de 4 500 qui sont équipées d'une police municipale. Donc déjà, on a que le ratio n'est pas important. Par contre, en termes de population qui est au contact d'une police municipale, pour une population de, allez, on va dire un peu plus de 67 millions d'habitants, il y a quand même près de 40, on va dire 50 millions d'habitants qui sont au contact d'une police municipale. Donc on se rend compte que c'est essentiellement les grandes villes, les grosses agglomérations qui concentrent le plus de présence de police municipale. Après, il y a la taille des polices municipales. Et là, on s'aperçoit qu'entre une police municipale comme celle de Nice, qui est toujours plus ou moins en tête, un peu à touche-touche avec la police municipale de Marseille en tel effectif, il y a beaucoup de polices municipales qui sont très en deçà de ces effectifs-là. Et on passe très rapidement, en fait, d'une police municipale de 500 policiers, j'étais à peu près maintenant, 400 policiers, c'est les derniers chiffres que j'avais pu récupérer sur les chiffres gouvernementaux. Ils n'ont pas évolué, donc c'est bon. Si on passe de la première police municipale à 490 policiers, la 101e, on tombe tout simplement à, si je ne me trompe pas, attendez, je vous trouve le bon chiffre parce que j'ai noté plein de choses pour venir vous voir. On tombe tout simplement à, voilà, je me perds dans mes chiffres, j'ai trop noté de chiffres en fait, vous voyez, à trop vouloir documenter pour bien faire. Voilà, on tombe à 38 policiers municipaux.
Entre la première et la 101e, on tombe de 490 à 38 policiers municipaux. Et on n'est que sur les 101 premières polices municipales. Et il en reste encore presque 4400 derrière. Donc on voit bien qu'il y a un gros écart. En fait, la majorité des polices municipales sont des petits services qui vont de 0 à 10 agents. Plus près concentré de 0 à... Enfin, 0 pourquoi? Parce que des fois, c'est un garde champêtre. Ou des fois, il y a juste un ASVP. C'est considéré comme des polices municipales, mais c'est chiffré comme ça par l'État, donc on relève un peu ces chiffres. Ce qui veut dire qu'en fait, les moyens ne sont pas les mêmes. Ce que Nice peut développer en interne notamment, parce qu'elle a une ressource humaine importante qui lui permet justement à la fois de développer des technologies, une ressource financière également, parce que c'est aussi important, c'est un peu le nerf de la guerre pour tout ce qui est technologique. C'est aussi le nerf de la guerre pour l'humain, parce qu'effectivement, il n'y a pas de technologie utile sans de l'humain derrière. C'est une nécessité. Avoir des caméras, c'est très bien. On a des services qui ont des caméras, des petits services qui ont des caméras, c'est-à-dire des collectivités qui vont avoir 2-3 caméras, mais ce sont 2-3 caméras qui tournent en continu, qui ne font qu'enregistrer, sans mouvement, parce que ça surveille par exemple la place devant la mairie, donc les accès de façade, ça surveille des bâtiments communaux qui sont un peu isolés, mais en fait il n'y a pas d'humain derrière. Donc en fait il faut attendre que malheureusement l'infraction soit commise, pour qu'à ce moment-là, uniquement, il puisse y avoir une intervention, mais ça posteriori. Donc, en fait, ça sert au service de nos collègues de l'État pour pouvoir enquêter et essayer de déterminer qui a pu être l'auteur des infractions. L'avantage d'un service d'un centre de supervision urbain avec des agents derrière, c'est que c'est proactif. Au-delà même déjà d'aller vers l'hypervision, déjà juste sur le visionnage des écrans, c'est proactif parce qu'on a des agents qui vont, en balayant le terrain à l'aide des caméras, alors dans la limite humaine, évidemment, on est à peu près sur 7 caméras par agent en termes d'utilisation sur un écran avec des écrans partagés. C'est vrai que si on est à 3800 caméras, il est bien évident que là, il va falloir augmenter les effectifs du CSU d'une façon très conséquente et avoir une salle qui va être énorme. Donc, ce n'est pas possible. C'est vrai que l'avantage des nouvelles technologies peut apporter quelque chose, mais les transposer dans des collectivités de plus faible importance, ça va devenir très compliqué. D'une part, parce qu'il n'y a pas automatiquement les moyens humains, et d'autre part, ce n'est pas automatiquement les moyens financiers. Alors, il y a eu quelque chose qui a été proposé il y a un an de ça par le Premier ministre, c'était d'apporter des aides, notamment à travers la mutualisation de centres de supervision dans les territoires ruraux. C'est-à-dire, en fait, de mettre là où nos villes se sont équipées de caméras, de pouvoir le développer dans des communes rurales. Alors, avec toute la difficulté de savoir derrière, est-ce que pour autant les élus ruraux, pas dans la politique, mais quand même dans les arbitrages budgétaires qui sont importants, c'est des deniers publics, savoir s'il y aura quand même une capacité derrière, au-delà d'aller mettre des caméras où il n'y en avait pas et de faire en fait une chambre d'enregistrement d'images qui n'a pas d'opérateur derrière, est-ce que ces élus iront jusqu'à embaucher des opérateurs vidéo pour pouvoir utiliser l'image et la visionner en temps réel? On a aussi des centres de supervision urbain qui ne visionnent qu'en journée. En nuit, par exemple, il n'y a pas d'opérateur. Nuit, c'est des opérateurs jour et nuit. Les grands centres de supervision urbain ont des opérateurs jour et nuit. Il y a des services qui ferment aussi entre, on va dire, 18h et 7-8h le lendemain matin. Donc ça aussi, c'est une part importante des réflexions qu'il faut avoir. Alors, la démarche gouvernementale avait été de dire qu'il y aurait une enveloppe, en tout cas budgétaire, qui permettrait d'apporter en tout cas une aide financière, comme ça a déjà été le cas, hein, parce que tous les services ont jusqu'à présent bénéficié d'aides financières, dans de moindres mesures maintenant, hein, parce que tous les CSU qui sont vraiment vivants ne bénéficient plus des mêmes aides, mais en tout cas l'État a toujours participé un petit peu derrière. Il y a une enveloppe de 10 millions d'euros qui était prévue, on ne sait pas trop, on attendra de savoir ce qui en a été fait, à savoir ce qu'il y a eu des candidats qui se sont présentés, parce que des collectivités se sont proposées à participer à développer la vidéoprotection en milieu rural, parce que ça a son intérêt. On s'aperçoit que plus on protège nos villes, plus la délinquance a tendance à s'extérioriser, parce que là où il y a beaucoup de policiers, c'est moins intéressant d'entrer en voie de délinquance, alors que l'on s'éloigne de quelques kilomètres, on est dans les zones périurbaines, voire un peu plus rurales, et à ce moment-là, on se retrouve des problématiques de délinquance qu'on ne connaissait pas avant, tout simplement parce que c'est plus VDC. Il y a moins de risques, tout simplement, en matière de cambriolage, même de trafic de stupéfiants d'ailleurs. Comme quoi, les campagnes sont bien... Est-ce qu'on peut prendre l'exemple d'une commune ou de plusieurs communes équivalentes en termes de moyens humains et financiers? Et là, dans ce cadre-là, qu'est-ce que vous reprendriez de l'exemple niçois? Alors, sur des communes qui ont des moyens qui leur permettent déjà d'avoir un CSU humain. J'entends par là avec des vidéo-opérateurs qui sont en capacité d'intervenir sur la caméra et d'alerter automatiquement les patrouilles, parce que la caméra, c'est une chose, ça détecte. Après, il y a l'intervention humaine. Et là, ce sont effectivement les effectifs présents sur le terrain qui interviennent
et qui, en réaction, en fait, la caméra permet de démultiplier le nombre de patrouilles qu'on a sur le terrain. Voilà. Ça nous permet d'avoir des yeux qu'on n'aurait pas autrement et surtout un champ de vision qu'on n'a pas en étant, que ça soit à pied, même à cheval. On a croisé tout à l'heure la patrouille de caisse. C'est une vision au-delà de ce qui peut se faire lorsqu'on est nos pieds sur le sol. Mais la caméra qui, elle, est postée en hauteur permet d'avoir une vision beaucoup plus large, périphérique, et de détecter des choses qu'on ne verrait pas, notamment, c'est évoqué en matière de foule. Pour détecter dans la foule la présence de quelqu'un, c'est extrêmement compliqué pour un œil humain. C'est sûr que là, des algorithmes sont bien plus intéressants pour nous que d'avoir 10 opérateurs en train de se concentrer sur les caméras. Au bout d'un moment, de toute façon, l'humain va se fatiguer. C'est pour ça qu'en général, les cycles des opérateurs demandent aussi des cycles de repos pour reposer les yeux, pour pouvoir se réapproprier l'outil et rentrer dedans. Donc, ce qui est possible de faire, ce qui est possible de développer, c'est déjà des centres de supervision urbains qui ne fonctionneraient pas avec un système de 24/24, c'est d'aller vers ces dispositifs, notamment dans les grandes agglomérations. Ce n'est pas encore fait partout à l'heure actuelle. Donc déjà, aller vers de l'humain, parce que l'humain accompagnera l'outil. Après, renforcer effectivement en allant vers l'intelligence artificielle qui permet d'utiliser les caméras avec les capacités qu'elles ont, parce qu'on a quand même des caméras qui ont une définition qui est énorme. Donc en fait, ce qui n'était pas possible il y a quelques années, maintenant, nous détecter des objets assez petits. Mais l'œil humain ne le détectera peut-être pas aussi facilement. Alors que l'intelligence artificielle va le permettre. L'hypervision, c'est certainement l'avenir. Les limites juridiques, elles existent, effectivement. Les garanties qu'on offre en France, pour avoir travaillé sur un projet il y a quelques années, où j'ai pu comparer ce qui se faisait dans les différents pays européens, on a certainement la réglementation la plus stricte, la plus protectrice en Europe, à l'heure actuelle. Et même dans le monde, d'ailleurs. On va même élargir un peu le champ, même dans le monde. Bon. C'est une valeur pour nous, c'est une valeur républicaine en même temps, parce que ça protège l'individu, ça protège les citoyens que nous sommes, ça protège notre intimité, ça protège nos droits, notre liberté à nous déplacer. Et en même temps, ça garantit aussi à d'autres qui auraient des intentions moins nobles que les nôtres de pouvoir se déplacer assez aisément. La législation, elle a évolué quand même un petit peu depuis les années 70. Bon, effectivement, le texte a été revu et corrigé dans le temps. Il s'adapte, mais il ne s'adapte pas assez vite par rapport à la technologie, en fait. C'est notre problème, c'est que la technologie va très, très vite. Hein. C'est toujours le souci que l'on a. On a des dispositions qui vont ce que vous développez en interne, ce qui peut se retrouver dans des salons professionnels. On voit ce que sont capables de faire des sociétés en matière d'utilisation de l'image. À l'heure actuelle, notre législation ne le permet pas d'utiliser. Elle évoluera. Et là, par contre, on ne veut pas parler de politique, mais malheureusement, il y a quand même un moment donné où le politique aussi son rôle à jouer, parce que c'est à l'Assemblée que se décident les textes. Il y a des propositions qui sont portées, il faut aussi que des propositions soient portées politiquement, et qu'il y a une volonté derrière d'avancer, tout en respectant toujours, et ça c'est important aussi, parce qu'on ne peut pas être garant des libertés publiques en voulant les limiter pour se garantir d'autres choses. Il faut un juste équilibre. Ce juste équilibre, c'est le législateur qui doit le trouver. On a des garde-fous derrière. Effectivement, le Conseil constitutionnel revient souvent sur certaines situations et complique parfois un petit peu les options qu'on aurait pu poser et se présenter à avoir. Mais je pense que même le Conseil constitutionnel a su évoluer sur ces textes, que rien n'interdit à un moment donné de représenter quelque chose différemment. Après, il faut juste penser qu'on a un cadre qui est limité et que ce que l'on peut présenter et ce qu'on peut proposer chez nos voisins européens, malheureusement, on ne pourra pas automatiquement l'adapter chez nous. Vous évoquez à l'instant l'hypervision. Le président de la République, sans faire de politique, était chez nous en janvier dernier et il prenait en exemple le super commissariat que nous aurons d'ici 2025, comme vous l'avez évoqué il y a 20 minutes, à Saint-Roch. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces grandes structures uniques en France et en Europe qui vont mutualiser la police municipale, la police nationale et d'autres services des forces de l'ordre? Le président de la République expliquait que c'était un modèle éventuellement à dupliquer dans les métropoles qui ont les moyens de le faire. Bonne ou mauvaise idée d'après vous? Alors, je vais être très chauvin. Voilà, je vais être très français. Je pense que le partenariat est une nécessité absolue. Parce que de toute façon, on n'est pas sur le même champ de compétences. On a des compétences partagées, mais il y a des champs de compétences où nous n'en avons pas. Nous ne souhaitons pas automatiquement nous emparer parce qu'on perdra en même temps un peu de la liberté et de la mobilité que nous avons d'intervenir. Parce qu'en fait, nos collègues de l'État sont très, très sollicités à force de... leur pouvoir de police les oblige aussi, en même temps, à être moins présents sur le terrain. Ce n'est pas leur faute.
C'est la la police réglementation. municipale de plus en plus primo-intervenante. Alors, notamment primo-intervenante, mais on a un avantage, nous, c'est qu'en fait, on est un primo-intervenant, mais on va sortir très vite de l'intervention une fois qu'elle a été réalisée. On va rendre compte de cette intervention et on repart pour autre chose. Nos collègues de l'État, eux, assurent toutes les saisines qui suivent derrière et qui vont emmener, par exemple, l'interpellé à être présenté devant un magistrat. On est retourné sur le terrain. Donc déjà, ça, c'est un point important. On a une activité qui est... C'est pour ça qu'on voit, en fait, qu'on regarde. Je vais pas être automatiquement très sympathique avec mes collègues de l'État, mais on voit plus facilement des véhicules de police municipale d'une collectivité en train de circuler dans les rues ou des patrouilles que des véhicules de nos collègues de police nationale. Et encore moins de gendarmerie, parce qu'ils sont dans des systèmes encore plus compliqués, parce qu'ils sont sur des territoires beaucoup plus grands, tout simplement parce qu'ils sont mobilisés aussi sur les missions qu'ils ont à remplir derrière, et surtout à rendre compte de ces missions et à un traitement derrière qui n'est pas le nôtre. Ça, c'est un point. La mutualisation, elle a un sens, pour moi, dans l'activité que l'on peut mener et dans les Alors, sous partenariats quelle qu'on forme met en de place. mutualisation? Alors, la mutualisation, ce n'est pas une forme de mutualisation, c'est plus de partenariat. Non, ça, c'est ça. Et ce partenariat, il s'est beaucoup développé, il s'est créé au fil des années. Alors au départ, ça s'est fait très facilement de gré à gré. Il suffit de mettre deux personnes intelligentes à côte et elles peuvent s'entendre et elles peuvent travailler ensemble. Et ces bonnes expériences, ces bonnes pratiques, en fait, ont élaboré en fait les conventions de coordination maintenant que nous avons dans tous nos services, qui ont en fait été la transposition. Alors un peu plus rigide, parce que ce qui se fait de gré à gré, on l'écrit pas. Dès l'instant où on veut le transposer par écrit, on met quand même des règles, donc ça oblige un petit peu. Il faut aussi reconnaître que parfois nos collègues de l'État, là où nous on cherche à s'engager en tant que service de police municipale, parce qu'on sait qu'on est en capacité de le faire, nos collègues de l'État sont un petit peu plus en retrait on va dire, pour l'écrire. Voilà. C'est ça qu'ils ne vont pas le faire, ils ne vont pas automatiquement l'écrire parce qu'ils ne sont pas certains d'être en mesure de suivre cet engagement au quotidien. Néanmoins, la plupart du temps, ça se fait. Les conventions, c'est donc un guide. Le partenariat, c'est du quotidien. On se rend compte qu'on est tous en difficulté à un moment donné en effectif. Pour des raisons X, Y. Ce n'est pas une question d'avoir un gros effectif. Un effectif de 490 agents ou de 80 agents, ce n'est pas 80 agents présents à leur H maintenant. Pas 490 agents présents maintenant. C'est pour faire fonctionner un service, hein, et c'est dimensionné en fonction des collectivités et de leur taille, de façon à ce qu'il y ait toujours suffisamment d'agents présents sur le terrain. Mais quand une journée de travail commence, il est complètement impossible de se dire aujourd'hui, on va avoir une journée calme. Ça peut être une journée qui va foisonner d'interventions. Il n'y a pas un jour qui se ressemble. C'est l'avantage du métier de policier, c'est qu'en fait, c'est un métier qui se renouvelle tous les jours. On est toujours en train de refaire notre quotidien parce que ce n'est pas le même que la veille. Et sauf qu'à un moment donné, on est toujours en besoin d'effectifs, en complément d'effectifs. Et le fait d'avoir déjà des relations fortes avec nos partenaires de l'État, c'est aussi de pouvoir, pour les uns comme pour les autres, de pouvoir compter sur les uns comme sur les autres. Et ça, c'est vraiment la base. Il y a une bonne entente qui doit se faire. Les moyens, on les partage déjà souvent. Donc un rapprochement dans une même entité, ça va dans ça peut être dans ce sens-là. Après, moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est le fait que du partenariat, on passe plus à de la sous-traitance. Ah, développe. La sous-traitance, tout simplement, c'est-à-dire, je ne veux pas faire cette mission, je la passe tout de suite à la police municipale. Voilà. C'est du vécu, on a tous connu. Comme ici, on a ces super commissariats, mais on a une législation ou des conventions plus claires sur les rôles de chacun. Est-ce qu'on n'hésite pas à cet écueil? Alors, je crois que nos conventions, on les a déjà fait beaucoup évoluer en fonction des services. Il y a des gros travaux qui ont été faits sur la rédaction des conventions. C'est des gros travaux faits en partenariat avec les préfectures, et les commissariats. Donc, il y a vraiment des conventions qui sont très complètes, très bien faites. Il y a beaucoup d'éléments qui engagent parfois, d'autres qui engagent moins, ce que je tenais à répéter, parce que malheureusement, des fois, l'engagement n'est pas toujours au même niveau sur les conventions. Mais la convention, c'est un document. Un guide, c'est une référence, ça permet de rappeler qui fait quoi, quel moment, qui en priorité s'occupe de quoi. Mais il faut qu'on soit. Le partenariat, c'est de dire que tout le monde est capable de faire les mêmes missions dès l'instant où on est sur le même champ de compétences. Attention, je précise bien le même champ de compétences. Les champs de compétences, il y a des champs de compétences qui ne sont pas accessibles de part de notre qualification judiciaire. On est agent de police judiciaire adjoint, on n'est ni APJ, donc ni agent de police judiciaire, ni officier de police judiciaire. Ça, c'est une chose. Donc, pas de problème. On a suffisamment, avec cette qualification de travail à l'heure actuelle, au quotidien, dans nos rues, mais nos collègues de l'État sont aussi en capacité de répondre aux mêmes missions. Donc le partenariat, c'est d'être capable de présenter les mêmes missions communes. On peut très bien être en assistance de la police nationale sur une mission qu'ils auraient, eux, initiée, par exemple. Il peut très bien y avoir, je sais que la ministre travaille beaucoup sur les contrôles sanitaires, par exemple, touristique, beaucoup de restauration, donc il y a toujours un risque sanitaire présent. Ces contrôles peuvent aussi se faire en partenariat.
c'est aussi quelque chose qui peut se faire. Et Alors, ça, on c'est peut limité par la interroger police municipale. justement sur le côté sous-traitance, Anthony Boré, est-ce que c'est une crainte ou un doute que vous partagez? Non, d'abord, je veux bien qu'on comprenne cette idée d'hôtel des polices mutualisées. C'est l'hôtel qui est mutualisé, ce n'est pas les polices. Chacun a sa spécificité, il la conservera. Il n'est pas question de fondre la police municipale dans la police nationale ou que la police nationale soit fondue dans la police municipale. Il est question d'avoir un lieu unique, digne, accueillant, où on puisse porter plainte sans avoir peur que le plafond nous tombe sur la tête. Ça, C'est pas le cas du commissariat c'est pour les commissariats qu'on a à Nice. Ça, je l'ai pas visité. Il est très fatigué. Et donc, c'est d'avoir un lieu digne qui rassemble ces effectifs. Et forcément, alors il y aura des salles, je l'ai dit, spécifiques, et puis des salles communes. Et forcément, quand on travaille l'un à côté de l'autre, il y a des synergies qui se font automatiquement. Vous savez, pour assister très souvent au briefing, avant une opération de police, il y a un briefing. Alors, on se réunit soit à proximité de l'endroit où on fait l'opération, soit dans un commissariat, soit dans un parking, et puis on donne des instructions. Et tous les effectifs sont là. La police nationale, la police municipale. Et puis on donne le rôle de chaque équipage. Ce moment du briefing, c'est un moment très important, parce que c'est un moment où, en fonction des compétences des uns et des autres, eh ben, on dit, tiens, c'est plutôt la nationale qui va s'occuper des infractions sur la législation sur les étrangers, parce que la police municipale ne peut pas le faire, et c'est plutôt la municipale qui va faire ceci ou cela, parce que c'est dans ses compétences. Eh bien, ce qu'on veut dupliquer en temps constant, et pas simplement au cours d'une opération, c'est ce dialogue-là. Et il est évidemment plus facile d'avoir un dialogue comme ça quand on est dans les mêmes locaux, quand on n'est pas dans les mêmes locaux. Parce que je vais vous dire un truc, la sous-traitance, elle existe déjà aujourd'hui. Hein, il y a déjà tout un tas de trucs que la police nationale ne peut plus faire. Moi, je ne dis pas qu'elle ne veut plus, ça arrive aussi. De temps en temps, ça arrive. Mais enfin, c'est souvent qu'elle ne peut plus et qu'elle sous-traite. Bon. Donc, je ne crois pas que l'idée d'avoir un hôtel des polices mutualisé renforce cette idée de sous-traitance. Je crois qu'au contraire, elle va améliorer la compréhension entre les uns et les autres et assurer une complémentarité plus forte dans l'action et de manière constante, et pas seulement de manière épisodique. Vous voyez, quand on fait un grand événement, cette salle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle est pleine, c'est la salle de crise. Dans cette salle de crise, il y a toujours la police nationale, la police municipale, le préfet, le maire ou leurs représentants, et on prend des décisions ensemble. Eh bien, ce qu'on permettra demain de manière beaucoup plus constante, c'est ça aussi. Et moi, je crois que quand on travaille à côté d'un collègue de bureau, eh bien, ça permet de plus partager, ça permet d'être plus efficace quand on est dans deux bureaux isolés, l'un à plusieurs kilomètres de l'autre. Voilà. Et c'est ça ce qu'on vise et l'intention qu'elle a. En évitant des dépenses, puisque là, il suffira d'aller dans une salle pour consulter telle ou telle image, alors que là, la police nationale, parfois, elle doit acheter un écran pour pouvoir récupérer les images. Ça, c'est un exemple qui a été beaucoup évoqué. Est-ce qu'il y a une logique d'économie? Oui, en tout cas, c'est la ville qui l'offre. C'est des dépenses quand même. Oui, ça a des dépenses, mais bien sûr que ça permettra des synergies et sans doute des économies aussi qui sont importantes sur des choses qu'on peut mutualiser. Oui, il y a du matériel qui peut être mutualisé. En tout cas, les hommes et les femmes ne seront pas mutualisés. Ils resteront chacun indépendants, chacun dans leur domaine de compétences, mais avec une synergie plus forte et donc plus d'efficacité, me semble-t-il. Dans cette police municipale moderne, nous parlons de bonne ou mauvaise idée de dupliquer ces super commissariats ailleurs en France. Peut-on l'imaginer dans la ruralité ou dans les sous-préfectures, comme on dit, parce qu'on a parlé des métropoles, mais justement dans ces villes qui n'ont pas tellement les moyens d'avoir les logiciels que nous avons nous, est-ce que ça peut être une solution? Alors, la mutualisation, de toute façon, c'est l'avenir pour même le développement des polices municipales, parce que, comme on disait tout à l'heure, si on voit le nombre de communes françaises qui ont une police municipale et le nombre de communes réelles en France, il y a quand même une grande majorité qui n'a absolument pas de police municipale. Une garde champêtre, et souvent moins d'ATVP encore, parce qu'il n'y a pas de zone de stationnement. Donc, non, mais pas armés ou avec pas de caméra. Alors là, vraiment, on va même parler de ça qui n'ont rien du tout, qui n'ont même pas un agent. Donc, la mutualisation, effectivement, c'est une possibilité qui est donnée, parce que la loi sécurité globale préservant les libertés a permis de lever un verrou qui était une condition, c'est d'être sur un territoire commun et de moins de 80 000 habitants. Maintenant, on a plus ce verrou, ça permet d'ouvrir la mutualisation. Après, il ne faut pas non plus se voiler la face. Mutualiser, mettre en commun une police municipale, c'est même peut-être plus compliqué pour une police municipale que pour créer un CSU commun, c'est que le maire
est le chef de la police municipale. Et que mettre en commun des élus sur une police municipale mutualisée, intercommunale, enfin, toutes les versions qui peuvent exister, c'est pas toujours évident à gérer. C'est compliqué. Parce qu'on est dans le pouvoir propre du maire et il n'est pas toujours évident de le partager avec ses collègues des collectivités avoisinantes qui ne sont pas toujours d'ailleurs du même bord politique. Alors, en faisant ça, c'est quand même pour aller dans l'intérêt commun parce qu'on va sur la sécurité des citoyens. Donc, on va quand même, il y a une démarche positive. Mais parfois, c'est compliqué à gérer. Donc, c'est aussi une démarche qui doit se faire parce que je pense que l'avenir des polices municipales, en tout cas leur développement sur l'ensemble du territoire, passera par ces mutualisations, en tout cas par cette mise en commun, c'est-à-dire de financer quelque chose qu'on ne pourrait pas faire seul, à plusieurs, et d'avoir, là où on aurait pu, par exemple, avoir un demi-poste de police municipale, quasiment inenvisageable, et qui n'aurait pas un grand intérêt pour une collectivité, d'avoir 3 à 4 agents en se mettant à plusieurs, et 4 agents qui, à la place de couvrir seulement un filage, en couvrir 4 ou 5, par exemple, et d'avoir le jour où, par exemple, il y a une manifestation, parce qu'il y a des manifestations dans tous nos villages, avoir ce jour-là, ça c'est une question de calendrier aussi, pas faire une manifestation le même jour dans 2 villages différents, mais d'avoir... ça peut arriver, c'est pour ça, ça a déjà été vécu, c'est pour ça que je le dis, d'avoir ces 3 ou 4 policiers municipaux qui vont assurer la sécurité de la manifestation, son bon déroulement, et rassurer en même temps tout le monde, et même peut-être parfois d'avoir seulement 2 policiers municipaux sur la sécurisation de la manifestation, parce que ça sera suffisant, et d'avoir 2 policiers municipaux qui seront, eux, toujours en train de patrouiller sur les communes qui seront à côté. Donc, la mutualisation, ça économise, c'est des coûts, ça permet de créer là où on ne peut pas créer. On l'a fait, très honnêtement, c'est peut-être pas le comparatif, mais on l'a fait pour l'assainissement. On a réussi à mettre des collectivités ensemble pour créer l'assainissement qui n'aurait pas pu être financé seul. Je pense qu'il y a plein d'autres domaines où on arrive à le faire, que ce soit pour la voirie, dans plein d'autres domaines. Faire de la sécurité mutualisée, ça a aussi du sens. Ça a aussi du sens. Après, il faut une volonté et ça permet de générer, et là je pense aussi, à un moment donné, là, ça va être un propos peut-être un peu politique, mais qu'à un moment donné, dès l'instant où les collectivités investissent énormément dans les polices municipales et que les policiers municipaux prennent en compte un certain nombre de missions qui sont aussi régaliennes, comme on aime mal dire, alors que les élus locaux ont quand même des pouvoirs de police, en tout cas ont des responsabilités en matière de sécurité publique depuis la Révolution française, c'est peut-être à un moment donné de se dire, est-ce que là l'État ne serait pas aussi en capacité d'aider à cette mutualisation et à créer des polices municipales où il n'y en a pas. L'idée, cette enveloppe de 10 millions que j'évoquais, évoquée par le Premier ministre en septembre ou novembre, l'automne 2021, on va dire, sur la mutualisation, pour pouvoir créer des centres de supervision urbains, en tout cas des centres de supervision moins urbains, parce qu'ils sont plutôt ruraux, dans nos campagnes, peut-être le faire aussi pour essayer de développer les polices municipales. Justement, pourrait-on l'imaginer, nous, dans la métropole ou dans les communes à côté de Nice, qui pourraient avoir un besoin d'aide sur leur vidéoprotection ou leur police municipale? Alors, je veux d'abord vous dire que l'exemple niçois, parce que je veux quand même répondre à cette question à laquelle vous avez répondu, et je partage ce que vous avez dit. Toutes les polices municipales ne sont pas Nice, tout le monde n'a pas les mêmes moyens, chacun ses spécificités, et il ne se passe pas une semaine sans qu'on reçoive ici des maires venus de toutes les régions de France et même des villes d'Europe ou du monde, à qui nous présentons les choses, et je prends toujours le soin de préciser que tout n'est pas adaptable, et que chacun doit regarder en fonction de ses moyens, de sa délinquance, de ses possibilités, de sa sociologie, et piocher ce qui l'intéresse. S'agissant des pouvoirs de police des maires, je crois que vous avez entièrement raison, ils y sont très attachés. Parce qu'elles font partie de la fonction du maire. Donc moi, je n'ai jamais pensé qu'une police municipale totalement intercommunale était une idée raisonnable. Parce que dans ces cas-là, il n'y a plus de maire. En revanche, d'avoir des expérimentations très spécifiques. Je vais vous donner un exemple parce que c'est un sujet que j'ai évoqué avec le maire de la Trinité. On sait qu'entre Nice et la Trinité, on a parfois des délinquants qui sortent de chez nous, qui traversent la commune, qui vont dans la commune et qui retraversent dans l'autre sens. Et qu'on puisse avoir sur certaines heures, là où la commune de la Trinité a des moyens, mais ils ne sont évidemment pas ceux de la ville de Nice. Des policiers municipaux qui
ensemble, travaillent pour essayer d'identifier et puissent parfois même interpeller un peu au-delà des frontières de la commune. Parce que c'est idiot qu'un motard s'arrête aux frontières de Nice, parce qu'il ne peut plus intervenir, parce qu'il est plus compétent. Eh bien ça, oui, moi je pense que ça vaudrait la peine de tenter une expérimentation sur certaines heures, sur certains jours, pas dans n'importe quelle condition, et à condition surtout que le maire de la commune concernée en soit d'accord. Mais pour en avoir parlé un peu avec Ladislas Polski, je sais que c'est une idée qui ne le rebute pas, eh bien on puisse tenter des choses comme ça. Mais de manière, encore une fois, expérimentale, très spécifique, et surtout toujours avec l'accord du maire concerné, parce qu'il n'est surtout pas question de piquer le pouvoir d'un maire qui y tient, et il a raison, parce que, à mon avis, ce sont parmi les attributs propres des maires concernés. Ça fera un très bon article pour l'Express, j'ai noté. Nous en Ça reparlerons. vous intéresse. Oui. On arrive à la fin de ces questions avant de passer à celle de la salle. Peut-être, on a évoqué les drones. C'est un peu l'outil waouh, pourrait-on dire, pour les citoyens. C'est un côté futuriste. Certains sont encore au sol à Nice, alors qu'on pourrait les utiliser pour d'autres choses. Alors, ils ne sont pas complètement inutiles. Il y a des agents qui ont été formés. Ils peuvent être utilisés dans le cadre de la gestion des risques, notamment. Mais là, je réponds à votre place. Alors, ces drones, à quoi servent-ils et idéalement, à quoi pourrait-on les affecter si la réglementation évolue? D'abord, je vais répondre à votre dernière question. Dans l'ordre, c'est bien. Je répondrai à la première après. Sur un territoire où nous avons de multiples risques, on vit entre mer et montagne, le risque peut arriver donc par la mer, il peut arriver par les airs, il peut arriver par un aéroport en cœur de ville, il peut arriver par la frontière italienne. On sait bien qu'un jour, on sera confronté, sans doute, à des attaques par la mer. Comment surveiller, si ce n'est par des drones? Donc, on voit bien l'usage que nous pourrions en avoir. Et effectivement, nous avons fait partie des premières collectivités où nous nous sommes dit, on va former, on va acquérir, parce que de toute façon, on en aura l'usage. La tempête Alex a été pour nous un révélateur total de ce que la gendarmerie, par exemple, qui était dotée de ces technologies, a pu faire en matière de cartographie, en matière de recherche pour retrouver des corps, pour retrouver des affaires, pour retrouver tout simplement un état des lieux d'une situation qui était apocalyptique. Aujourd'hui, lorsque vous êtes une grande ville ou une grande métropole, que vous vous structurez et que vous voulez accompagner l'État dans la gestion de tous ces risques, on sait qu'on est aussi intersismique, où un jour, sans doute, il y aura sur notre territoire, les géologues le disent, un séisme d'une grande magnitude et qui nous conduira à avoir d'énormes difficultés. Si nous voulons vérifier l'état d'un certain nombre de bâtiments, si nous voulons pouvoir en matière de sécurité civile, et ça c'est permis, et nous le faisons déjà, c'est pour ça que nos pilotes qui ont été formés les utilisent à cette fin, mais nous voyons la multiplicité d'usages permis par le drone qui nous permettrait sur encore une fois, des choses très identifiées, très contrôlées, de pouvoir les utiliser. Donc moi je suis un militant évidemment des drones. J'ai beaucoup de mal à comprendre d'ailleurs qu'un particulier puisse, sur certaines règles d'autorisation, moyennant des règles d'autorisation par la préfecture, les utiliser dans leur jardin, et que la police municipale de Nice ne puisse pas le faire pour sécuriser un événement. C'est quelque chose que je n'arriverai jamais à comprendre. Bon, le Conseil constitutionnel en a décidé ainsi par 2 fois. Je le regrette, mais je continuerai à faire partie de ceux qui défendent l'usage de ces nouvelles technologies dans un cadre strict qu'il faut élaborer, dans un contrôle, mais qui pensent qu'en matière de sécurité publique, elles peuvent avoir évidemment des avantages. On va arriver à la fin de cette première partie, peut-être pour la conclure, une question plus générale d'ouverture. La modernité, c'est aussi la participation citoyenne, en question plus large que seulement les outils technologiques. Alors à l'un et à l'autre, comment intégrer le citoyen à cette évolution qui bouleverse donc les policiers municipaux, mais évidemment, comme toutes les politiques, la société en elle-même? Je crois que les collectivités se sont déjà beaucoup emparées, notamment en mettant à disposition des applications assez interactives hein, qui servent à beaucoup de choses pour la ville, à la fois pour signaler des faits délictueux, à la fois pour signaler des dégradations qui amènent parfois un risque pour les piétons, par exemple, donc qui impliquent déjà le citoyen. Beaucoup de collectivités ont développé leurs propres
applications d'ailleurs, certaines ont un développement interne, d'autres utilisent des applications qui leur ont été proposées. Il y a des entreprises qui... On pense à Alloméry. Pardon ? On pense aux applications type Alloméry. Par exemple à l'Oméry, et qui permettent donc d'impliquer déjà beaucoup de citoyens. Après, il y a la partie plus, on va dire, alertable. Ces applications peuvent aussi avoir un intérêt, ça permet aussi La société de vigilance dont on parle à Nice. de déclencher une alerte individuelle sur un fait qui vient de survenir à l'endroit où on se trouve avec un système de géolocalisation. Ce qui n'est pas une habitude en France. Non, ce n'est pas une habitude en France. Alors l'Europe s'est un petit peu intéressée à ça il y a quelques temps de ça, parce qu'il y a un projet européen qui a été supporté dans le cadre des financements H2020, où l'idée c'était de développer une application européenne qui intéresserait des villes comme Nice, des grandes agglomérations qui ont aussi un caractère touristique, parce que l'idée c'est que le citoyen européen qui l'utilise, il habite par exemple Rome, il vient à Nice en vacances, il a toujours la même application disponible, il part à Paris, il a la même, il va à Dublin, il a la même, il redescend comme moi, je sais pas, à Porto, il a la même. Voilà. L'idée c'est ça. C'est aussi d'avoir, au-delà de la vision qu'on peut avoir de nos villes à nous, se dire que quand même, la France est un pays touristique. Il est quand même compliqué à chaque fois de télécharger une application locale. Ouais. On le fait tous, hein, de toute façon, à un moment donné, parce qu'on cherche l'information locale pendant les vacances. Mais d'avoir une application qui serait sur un aspect plus général et qui permettrait en même temps de pouvoir de signaler qu'on est en difficulté, parce qu'il y a toujours cette difficulté aussi du barrage de la langue, quand on est en vacances, quelque part, de pouvoir alerter un policier et expliquer qu'on vient d'avoir des agressé. Si en quelques secondes, on peut utiliser une application, je pense que c'est un des outils qui aura aussi de l'avenir. On utilise des quantités pas possibles d'applications sur nos smartphones au quotidien. Avoir une application qui est aussi interactive avec les services de police, ça a aussi du sens. Donc sur les applications, nous on pense à Reporty, on avait tenté et on nous a un petit peu embêtés. Peut-être, alors, rapidement pour qu'on passe aux questions de la salle, donc le côté application et le côté société de vigilance peut-être. Moi, sur ce sujet, je veux dire que Vous avez 2 minutes. sur la société de vigilance, on a toujours été à l'avant-garde. Les voisins vigilants, qui sont toujours très opérationnels, et je les réunirai d'ailleurs dans quelques jours. Ce dispositif de borne est un autre exemple de l'usage du citoyen. Les 90 000 appels qu'on reçoit ici sont aussi ceux qui nous permettent d'identifier les choses. Et puis, bien sûr, on a une application et nous pourrions aller plus loin si là aussi la législation nous le permettait. Je crois que, on le voit bien, le risque est partout et que si nous n'avons pas, à côté de la police, on doit rester dans ses prérogatives, des citoyens attentifs, vigilants, qui regardent, qui informent, qui le font d'ailleurs de manière bienveillante, pas de manière anonyme, et qui le font de manière forte, eh bien, on en sort forcément avec une action qui se trouve renforcée. De manière citoyenne. Absolument. Bon, nous sommes pile dans les temps. On va passer aux questions, justement.